te disais qu'il y avait une cause de mortalité qui tuait 3 fois plus d'hommes que de femmes, que c'était la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans et que malgré le fait que tout le monde la connaît, personne n'en parle. C'est un des sujets les plus tabous de notre société, le suicide. Mais pourquoi les gens se suicident ? Et pourquoi plus les hommes? On est faible mentalement? Et aussi, comment on peut faire pour éviter ça? On va répondre à toutes ces questions maintenant. Alors abonne-toi avant qu'on commence. Bon, avant de voir quelles personnes sont plus à risque que d'autres, il faut se poser une question toute simple mais super importante qui est pourquoi quelqu'un pourrait même en arriver là en fait? Et la réponse, ça va peut-être te surprendre parce qu'on a longtemps cru que le suicide c'était vraiment un truc personnel, un choix individuel, dans un moment de désespoir, c'est tout quoi. Sauf que non, pas vraiment. Et le premier à l'avoir démontré, c'était pas un psy, c'était un sociologue au 19e siècle. Hop, simplifier les trucs compliqués, c'est mon job. Il s'appelle Émile Durkheim. Et en 1997, il publie un livre qui s'appelle sobrement Le suicide. Et ce livre, c'est un des textes fondateurs de la sociologie moderne. Ce qui fait Durkheim, c'est assez génial, si on peut parler de génial dans ces circonstances-là, mais il prend un acte qui, pour tout le monde, c'est un acte très intime, très personnel, et il va montrer qu'en fait, ça obéit à des lois sociales. Attends, je reformule parce que ça peut être un peu contre-intuitif, mais si tu regardes un suicide, bien sûr, tu vas avoir une tragédie individuelle. Mais si tu regardes des milliers de suicides, là, tu vas voir apparaître des régularités, des statistiques, des groupes qui sont plus touchés que d'autres. Comme si la société elle-même, elle produisait une certaine proportion de suicides par an, parce que quel que soit le nombre de suicides, il y aura toujours les mêmes groupes qui seront plus ou moins visés. C'est un peu comme la météo, tu peux pas prédire qu'il va pleuvoir demain à 14h sur ta tête à toi, mais tu peux prédire avec une précision de fou combien de millimètres il va pleuvoir dans cette région de la France. L'individu il est imprévisible, mais la masse, elle suit souvent des règles. Et Durkheim, il identifie 4 grandes causes sociales. Je te les fais vite parce qu'on va les revoir dans toute la vidéo. Alors il y a le suicide égoïste, c'est quand quelqu'un il est trop seul, pas assez intégré, il peut pas partager ce qu'il ressent. Après il y a le suicide altruiste, ça c'est l'inverse. En fait c'est quelqu'un qui est tellement fondu dans un groupe qui s'oublie lui-même presque et qui oublie ses propres besoins un peu. On peut voir ça des fois pour les soldats dans les armées par exemple. Après il y a le suicide anomique. En gros celui-là c'est pas une question de personnalité mais c'est quand les règles de la société, par exemple, elles vont se dérégler, qu'il va commencer à avoir des problèmes, un crash économique, par exemple, et qu'on va perdre ses repères, qu'il n'y aura plus la même sécurité, les mêmes choses qu'avant. Et en dernier, il y a le suicide fataliste. Ça, c'est l'inverse. C'est, par exemple, si la France devenait une dictature d'un coup ou quelque chose comme ça, s'il y a trop de règles, si on se sent énormément oppressé, puis qu'on a juste l'impression qu'on ne peut rien y faire et qu'on n'a plus le contrôle du tout. Et la phrase qu'il faut retenir de Durkheim, c'est pas la société qui éclaire le suicide, c'est le suicide qui éclaire la société. Alors ça peut paraître du charabia et je te comprends, la première fois que j'ai lu cette phrase, j'ai rien compris. Mais en gros, ça veut dire qu'en observant qui se suicide, on peut dire beaucoup de choses sur la société dans laquelle il est. Donc en gros, on peut prendre ça comme un symptôme. Ça révèle la vraie cause du problème. Pour Durkheim, c'est la grande théorie, c'est ce qui nous explique tout en général. Mais il y a un phénomène beaucoup plus concret, plus physique, ancré dans la réalité, et franchement beaucoup plus flippant, qui explique encore mieux ce que je viens de vous expliquer. Mais pour ça, il faut remonter encore plus loin. En 1774, il y a un jeune auteur allemand qui s'appelle Goethe, vous connaissez peut-être, qui publie un roman qui s'appelle Les souffrances du jeune Werther. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est d'abord amoureux, puis désespéré, et il va finir par se donner la mort. Le bouquin, c'est un succès absolu. Toute l'Europe le lit, tout le monde le kiffe. C'est vraiment un super livre. Mais en même temps que ça, il se passe quelque chose de super grave. Dans les mois qui suivent, on observe une vague de suicides de jeunes hommes qui sont parfois même habillés comme le héros du livre, ou même on les retrouve avec le livre à côté d'eux. Et ça va donner naissance à quelque chose qu'on va appeler l'effet Werther, qui est que la façon dont on raconte un suicide peut en provoquer d'autres, par imitation, presque par contagion. L'exemple le plus connu, c'est une grande star dans les années 60 qui s'est donné la mort. Et en premier titre des journaux, ils ont mis la manière précise de comment elle s'est suicidée. Et le résultat, c'est que dans le mois qui suivit, il y a eu une énorme vague de suicides avec la même méthodologie. Et à l'inverse de l'effet Werther, parce que oui, il y a un inverse dont je parlerai beaucoup plus à la fin de cette vidéo, il y a un métro dans une grande ville européenne qui a connu une vague de suicides dans les années 80. Et dès que les médias ont arrêté d'en parler, ça a diminué de 3/4 le nombre de personnes qui passaient à l'acte à cet endroit-là. 75% juste en changeant la manière de parler. Alors garde ça en tête parce que c'est super important. Si la manière dont on parle d'un suicide peut aggraver les choses, elle peut aussi grandement l'améliorer. Et on reparlera de ça en fin de vidéo, promis. Ok, donc on a compris un truc, le suicide c'est pas individuel, c'est social. Il éclaire la société, comme il a dit Durkheim. Mais si c'est un fait social, la question elle devient, qui est le plus en danger dans la société? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est pas réparti au hasard, du tout. Il y a 3 facteurs qui multiplient les risques de fou. Et je te parie qu'il y en a au moins 2 que tu connais pas. Si je te demande là tout de suite, à quel âge on se suicide le plus? Je pense que la majorité des gens vont me répondre
à l'adolescence, la crise, tout ça, le mal-être, chercher sa place. Eh ben, c'est globalement faux en fait. La réalité des choses, c'est que le taux de suicide, il augmente avec l'âge et il explose chez les personnes âgées. Un homme entre 85 et 94 ans a un risque de suicide 25 fois plus élevé qu'un homme de 25 ans. Mais attention, parce qu'il faut être précis et j'ai pas envie de te mentir par simplification. Comme on a dit au début, c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. Donc oui, ça reste un risque majeur chez les jeunes, mais en termes de taux, il y a quand même toujours énormément plus de personnes âgées qui meurent de ça que de jeunes. C'est un peu comme les requins et les noix de coco. Les gens ont beaucoup plus peur des requins, mais statistiquement, il y a plus de gens qui meurent par année d'une chute de noix de coco que d'attaques aux requins. Notre peur, elle n'est pas alignée avec le vrai danger. Et avec le suicide et l'âge, c'est la même chose. On regarde au mauvais endroit. Et pourquoi les personnes âgées? Ben c'est plutôt logique, si on revient à Durkheim, l'isolement, la perte du conjoint, la perte de sens, des repères. Bref, on comprend vite pourquoi c'est un vrai risque pour plein de personnes âgées. Deuxième facteur, quand est-ce qu'on se suicide le plus dans l'année? Instinctivement, tu me dirais l'hiver, non? Décembre, le froid, la solitude de Noël, les nuits à 17h. Eh bah, c'est encore faux. Bah en fait, le pic il est au printemps, mai, juin, justement où tout est censé aller mieux. Mais pourquoi? C'est complètement contre-intuitif, il fait plus beau, c'est moins déprimant. Imagine t'es en dépression profonde. En hiver, autour de toi, tout le monde il te ressemble un peu. On reste dedans, les gens sont un peu moins de bonne humeur, on est gris, un peu ralenti, enfermé. Mais en printemps, le monde il explose de vie. Les gens ils ressortent, ils s'amusent, ils vont dehors, ils vont boire des verres en terrasse entre amis. Alors que toi, t'es toujours au fond du trou. Et c'est là que le contraste il devient insoutenable en fait. Parce que voir la différence entre toi et le monde autant, c'est ça qui rend cette période si dangereuse. Troisième facteur, le métier. Parce que oui, il y a des métiers qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. En premier, les agriculteurs. Chez les chefs d'exploitation, il y a un risque qui est jusqu'à 77% plus élevé que chez les autres métiers. Pourquoi eux? Bah t'as déjà l'isolement géographique, la solitude du métier, mais aussi pression financière de fou, salaire bas, potentiellement une pression sociale si la ferme elle a été dans la famille sur plusieurs générations. Et tout ça ensemble, ça crée ce risque qui est beaucoup plus élevé. Un autre métier qui va peut-être te surprendre, c'est les médecins. C'est les gens dont le rôle c'est littéralement de sauver des vies. Un interne en médecine, il a 3 fois plus de chances de mourir qu'un autre jeune du même âge. Selon les sources, il y en a un qui se fait tous les 18 jours. Et je t'ai gardé le détail le plus fou pour maintenant, qui est que chez les médecins, ça s'inverse. Donc on a vu au début que les hommes ont beaucoup plus de chances de se suicider que les femmes, mais chez les médecins, c'est les femmes qui sont en surrisque. Ça c'est important parce que les hommes se suicident plus que les femmes, c'est pas une loi biologique. C'est contextuel, et c'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Certes, en général, c'est plus les hommes, mais dans certains cas, c'est plus les femmes. Pourquoi? Et ça nous amène au facteur le plus frappant, celui qui, si tu regardes les chiffres, fait plus la différence. Le genre. Par ça, je t'ai parlé d'âge, de saison, de métier, et certes, ça fait une grosse différence. Mais le truc qui, statistiquement, selon les chiffres, fait la plus grosse différence, c'est si t'es un homme ou une femme. Donc on a déjà vu que 3/4 des gens qui mouraient des tentatives de suicide, c'était les hommes. Mais là où ça devient un vrai casse-tête, c'est si on regarde le nombre de tentatives de suicide. Et là, c'est complètement inversé. Les femmes, elles tentent presque 3 fois plus que les hommes. Tu vois le problème? Les femmes tentent 3 fois plus, mais les hommes meurent 3 fois plus. Les scientifiques, ils appellent ça littéralement le paradoxe du genre. Mais comment c'est possible? Comment un groupe peut tenter 3 fois plus, mais mourir 3 fois moins? Alors il y a plusieurs réponses à ça, mais elles vont toutes nous mener au même endroit. Les hommes, ils ont tendance à utiliser des moyens beaucoup plus violents et irréversibles. Alors que les femmes, elles utilisent des choses un peu plus doux, si on peut appeler ça plus doux, qui offrent plus de possibilités à une réanimation en général. Attention, là je dis pas que c'est volontaire de la part des femmes d'utiliser des méthodes qui peuvent peut-être leur permettre de se faire sauver. C'est juste que les moyens sont plus répartis comme ça en moyenne, et j'ai pas vraiment trouvé de raison pour lesquelles les femmes utiliseraient plus certains moyens et les hommes plus d'autres. C'est juste un fait qu'on a, et qui explique en partie assez bien pourquoi il y a un taux de létalité qui est tellement plus haut chez les hommes. Pour simplifier sans rentrer dans les détails, c'est un peu comme si tu fermais une porte. Il y en a des, ils vont juste la fermer, normalement, et il y en a d'autres, ils vont la claquer d'un coup. Et dans le deuxième cas, c'est sûr que tu auras beaucoup moins d'occasions de garder la porte ouverte ou de te rendre compte que tu as envie de la garder ouverte que dans le premier. Et c'est super important de ne pas tomber dans le cliché de les hommes ils sont plus sérieux et les femmes elles font ça pour attirer l'attention. Ça c'est faux. À méthode égale, le taux de mortalité il est le même. Ce qui change, c'est précisément cette méthode. Les hommes et les femmes n'utilisent pas la même méthode pour se suicider. Deuxième raison, la masculinité. Et là on arrive à un truc qui est plus profond. Les hommes, on leur apprend quoi depuis qu'ils sont tout petits? Qu'il faut être fort, qu'il faut encaisser. Certes, on a commencé à comprendre à quel point ça pouvait être destructif, mais pour l'instant, c'est encore largement le cas et il y a encore plein de générations qui ont grandi avec une société qui encourageait ces traits de personnalité-là. Aussi de pas pleurer, de pas montrer ses émotions, le fameux « sois un homme » quoi. Il y a seulement 1/4 des hommes français qui sont allés voir une psychologue une seule fois dans leur vie. C'est juste un fait que les hommes, ils parlent moins, ils encaissent plus,
et ils restent dans leur coin plus. C'est pas forcément une bonne chose, mais c'est comme ça que c'est en général. Imagine, t'as deux personnes qui portent un sac avec des pierres super lourdes dedans. La première, quand c'est vraiment trop lourd, elle en peut plus. Elle permet de se dire, ouah, je fais une pause ou j'enlève des pierres ou je demande à quelqu'un de m'aider à porter. Ok, donc elle peut toujours continuer à avancer, ça va. La deuxième, elle a appris que en soi, être un homme, c'est porter le sac. Parce que faut pas dire si c'est lourd, faut pas se plaindre, etc. Donc, celle-là, elle va marcher jusqu'à plus en pouvoir et s'effondrer au sol. Troisième raison, la rupture. Quand les couples se séparent ou qu'il y a un conjoint qui décède, les études elles nous montrent qu'en moyenne, les hommes ils s'effondrent beaucoup plus que les femmes. Parce que c'est souvent, pas tout le temps, hein, souvent la femme qui a le lien vers la famille, les amis et choses comme ça. Et du coup, quand elle part, parce qu'elle meurt ou qu'il y a séparation, l'homme se retrouve plus souvent seul. Un homme qui divorce, il a 8 fois plus de risques de qu'une femme. Un veuf, il a 4 fois plus de risques qu'une veuve. Donc comme on a dit, en fait, cet écart, il est expliqué sur le fait que souvent, l'homme s'appuie beaucoup plus sur la femme pour ses liens sociaux. Et que donc, quand le pont vers les autres il s'écroule, il se retrouve très seul. Et comme on a vu dans toute cette vidéo, la solitude, c'est très mauvais. Ok, à ce stade de la vidéo, t'es peut-être un peu démoralisé, mais c'est pas un truc implacable, loin de là. Tu te souviens de l'effet Werther? La vague de suicide par les médias, les romans de Goethe et tout ça? Il y a un autre effet qui fait la même chose, mais à l'inverse. Donc ça s'appelle l'effet Papageno. Papageno, c'est un personnage dans la flûte enchantée. En gros, il veut se donner la mort, mais il y a ses amis qui arrivent et qui vont le réconforter et lui montrer qu'il y a d'autres solutions. Et du coup, il va renoncer. Mais du coup, l'effet Papageno, à l'inverse de l'effet Werther, c'est que la manière de parler du suicide, elle peut aussi aider les gens à moins passer à l'acte. Parce que si on montre beaucoup de gens qui se sont rétablis, beaucoup de gens qui ont trouvé des solutions, des gens qui s'ouvrent et qu'on en parle en bien de tout ça, ça va réduire énormément les risques. Et si on prend l'exemple du métro d'avant, certes, ils n'ont pas parlé de solutions comme ça, mais juste parlé d'autres choses et qu'ils ont arrêté vraiment de se concentrer sur l'aspect négatif de ça, ben ça a en grande partie résolu le problème. Et c'est aussi pour ça que je vais te donner juste après ça des ressources concrètes pour que si toi t'as un problème ou quelqu'un que tu connaissais a un problème puisse faire face à ça. Mais ça compte aussi pour toi. La prochaine fois que tu parles d'un cas de suicide à quelqu'un, fais attention de la manière dont t'en parles parce que ça peut avoir vraiment beaucoup d'importance. Bon, l'effet Papageno c'est cool et en vrai c'est une prévention qui sert vraiment bien, mais qu'est-ce qui sert vraiment pour empêcher les gens de mourir? Alors en premier c'est tout bête, mais la mesure qu'on a trouvée qui marche le mieux, c'est juste de restreindre l'accès aux moyens létaux. Et là, peut-être tu vas me dire, mais ça sert à rien, si quelqu'un il veut vraiment mourir, il va s'en donner les moyens, non? C'est une des intuitions les plus répandues, mais elle est scientifiquement et factuellement fausse. Et c'est l'une des découvertes les plus importantes de toute la recherche sur le suicide. Bah, quand on prend par exemple la Grande-Bretagne, ils ont énormément limité l'accès à un certain comprimé qui était beaucoup utilisé pour ça. Et ils ont vu non seulement les causes de mort liées à ce médicament-là baisser, mais c'est logique vu que l'accès est restreint, mais aussi qu'il y a énormément de gens qui ne partaient pas sur un autre médicament. Et qu'en fait, c'est pas parce que on bloque un pont pour aller quelque part que les gens ils vont direct chercher vers un autre pont. Rajouter de la friction, qui veut dire rendre compliqué à obtenir ce médicament ou ce moyen-là, ça aide vraiment parce que en fait, la crise elle est souvent impulsive et temporaire. Du coup, si on augmente énormément la friction pour obtenir ces moyens-là, peut-être que jusqu'au moment où les gens ils puissent atteindre ça, ça leur aura passé en guillemets. Et c'est un vrai truc, ça aide beaucoup. Imagine t'as quelqu'un qui est emporté par un courant violent dans une rivière. Si t'as une branche ou une racine pour qu'il puisse se rattraper pile au bon moment, il va peut-être pouvoir se sauver. Mais si t'as absolument rien, il se fera juste emporter par le courant et il va mourir. Restreindre les moyens, c'est justement retirer les dangers pile quand la vague elle passe. Comme ça les gens ils ne seront pas emportés par le courant. Et une fois que la vague elle est passée, la plupart du temps les gens ils replongent même pas. Et c'est pas de la théorie. La plupart des gens qui survivent à une crise, à une tentative, ils meurent pas plus tard. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus importantes à comprendre quand on parle de prévenir le... Et concrètement, aujourd'hui, où que ce soit d'où tu regardes cette vidéo, si toi tu traverses un problème comme ça ou que tu connais quelqu'un qui traverse un problème comme ça, il y a des numéros à appeler. Et c'est pas un petit truc en mode oui, appeler ces numéros ça sert à rien et tout. C'est vraiment utile d'appeler ces numéros et c'est pas seulement si tu as envie de passer à l'acte demain. Si tu penses légèrement, tu peux appeler. Si tu as des questions, tu peux appeler. Il faut pas du tout te gêner, c'est des gens qui sont là pour ça, même si t'as pas l'impression d'être si mal que ça. Si tu te dis que ce serait peut-être une bonne idée, c'est probablement que tu dois le faire. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit ça. Le suicide, on le vit comme le truc le plus solitaire au monde, le plus individuel, le plus incompréhensible. Mais pourtant, dès qu'on reprend du recul et qu'on regarde les chiffres, il raconte un truc profondément collectif. Il parle de nos liens ou de notre absence de liens, de ce qu'on s'autorise à ressentir, de la place qu'on laisse aux personnes âgées, de la pression qu'on met sur les plus jeunes.
Mais si c'est collectif, la bonne nouvelle c'est que ça peut se changer. Ça peut dépendre de comment on en parle, d'une main qu'on tend à quelqu'un, de notre capacité à nous à partager nos problèmes avec les autres et à demander de l'aide si on en a besoin. Bref, le numéro c'est le 3114, retiens-le bien. Peut-être que toi t'en auras besoin un jour ou quelqu'un qui est proche de toi. Et si t'apprécies les vidéos qui t'apprennent un nouveau truc du genre, bah abonne-toi. Merci sincèrement d'être resté jusqu'à la fin et on se voit sur la prochaine marche.